Monsieur Lefebvre, vous avez beaucoup écrit et parlé depuis pas mal d'années sur les questions urbaines. Et vous êtes à moitié rural et urbain. D'ailleurs, le dernier livre s'appelle Du rural à l'urbain. Ce que je voudrais vous dire en Oui. commençant cet entretien, c'est que, enfin, grossièrement parlant, je crois qu'il y a trois périodes. La période agraire, la période industrielle et la période urbaine. Et que nous entrons à peine dans la période urbaine. Elle sort de la période industrielle, de l'industrialisation qui se fait dans des conditions historiques et politiques déterminées ici, dans un contexte de non-développement, là, dans un contexte de supercapitalisme, ailleurs dans un contexte socialiste, mais que partout on entre dans l'ère urbaine et que par conséquent les problèmes urbains sont des problèmes mondiaux. Et alors, ce que je pense, et ce que veut dire cette classification, cette périodisation, c'est que les notions et les idées et les concepts et les pratiques devront changer profondément. De la même façon qu'il a fallu une adaptation et une transformation extrêmement difficile, et qui n'est même pas terminée, de toutes les idées, de toutes les représentations, de tous les symboles acquis pendant la période rurale, pour passer à la période industrielle, de la même façon, à mon avis, il faut repenser, reconsidérer toutes les notions, tous les symboles, toutes les représentations, tous les concepts même de la science, pour passer de la période industrielle à la période urbaine dans laquelle nous entrons. Et dans cette transition, il y a une espèce de retard de la pensée et de l'action. Les faits vont plus vite que la pensée et l'action, d'où un certain déphasage, un décalage. On en est encore à penser avec des concepts, avec des idées, avec des représentations de la période antérieure, c'est-à-dire de la période industrielle, à mon avis, alors qu'on entre dans l'ère urbaine, où tout se transforme, y compris les notions du temps et de l'espace. On n'a pas encore pensé l'espace urbain, d'où l'espace de ségrégation dans lequel on disperse les populations avec ou sans leur complicité, mais ce n'est pas seulement parce qu'on veut les disperser. Parce qu'on ne sait pas comment. Mais on ne sait pas non plus comment s'y prendre pour les rassembler, pour ne pas les projeter sur le terrain, les uns en dehors des autres, complètement dissocier tous les éléments de la société, de la vie sociale. Il y a une chose, par exemple, vous disiez, je pense que c'est important, vous disiez, après la guerre, après la dernière guerre, dans beaucoup de pays modernes, on a fait un remembrement rural, une réforme agraire. On n'a jamais fait de réforme urbaine. Oui, ça c'est un aspect assez important de la question, c'est un aspect politique important. Il est arrivé une chose extraordinaire, et dont on ne voit pas encore toute l'étendue. Lorsque les grands révolutionnaires, c'est-à-dire Marx, Engels et Lénine, ont projeté le bouleversement de la société, ils ont pensé que la force la plus efficace, celle qui s'attaquerait jusque dans les profondeurs à la société ancienne et qui élaborerait une société entièrement nouvelle, ce serait la classe ouvrière et le prolétariat. Ils ont parlé de révolution prolétarienne. Et chez Marx, et même chez Lénine, les considérations sur l'agriculture, l'idée d'une réforme agraire qui arracherait la propriété du sol aux féodaux, elle était d'abord une idée secondaire, une idée subsidiaire. Et il se trouve que ça a été pendant la première moitié du XXe siècle l'idée la plus active, celle qui a eu les plus grandes conséquences, puisque ça a entraîné non seulement la révolution en Russie, qui a été une vaste réforme agraire, mais la révolution chinoise, qui est elle aussi une vaste réforme agraire, et puis sans compter toutes sortes de transformations dans toutes sortes de pays, disons l'Égypte, l'Algérie, les pays africains, les pays asiatiques, les pays d'Amérique latine, où cette réforme agraire est encore à l'ordre du jour. Alors il se trouve que c'était une réforme,
Une réforme, c'est pas une révolution. Or, cette réforme a eu une portée révolutionnaire. Il s'agissait de la propriété du sol cultivé, du sol arable, du sol pour l'agriculture. Alors, la question de la propriété du sol bâti, du sol pour dans les villes est aussi importante que la question du sol à cultiver. Maintenant, disons, après un siècle d'époque industrielle et post-industrielle, pensez-vous qu'il va falloir une réforme urbaine comme il y a eu une réforme Je pense. D'ailleurs, les modalités ne sont pas faciles à trouver. Il y a eu des tentatives par-ci par-là, et vous les connaissez aussi bien en Hollande qu'à Stockholm. Enfin, en Suède, il y a eu des tentatives de réformisme urbain. Or, ces tentatives n'ont pas été suivies de résultats extraordinaires, parce qu'en elle-même, cette réforme ne suffit pas. Elle déblaye, elle débloque la situation, mais elle ne suffit pas à donner aux architectes de l'imagination, elle ne suffit pas à empêcher la société d'être une société de classe et ainsi de suite, mais elle est une étape extrêmement importante, et on voit en France que, par exemple, la spéculation sur les terrains, elle est devenue quelque chose d'absolument exorbitant, mais il y a quelque chose, à mon avis, de beaucoup plus grave, qui résulte du fait que le sol et le sol à bâtir est encore en propriété privée. Je me demande s'il n'y a pas, à l'échelle mondiale, et dans tous les pays qui sont encore très nombreux, où la propriété du sol et du sol à bâtir est encore affaire de loi, de législation, je me demande s'il n'y a pas une destruction par le fondement même de la ville et de la réalité urbaine, s'il n'y a pas une véritable ruralisation. À la fois, la société s'urbanise. C'est une société complètement urbaine qui est en train de naître. Et en même temps, elle est corrodée à la base. Et il y a une espèce de ruralisation de cette société urbaine qui est en train de se constituer et qui est en même temps ruralisée. Les campagnes, enfin la séparation de la ville et de la campagne n'a pas été dépassée par les phénomènes urbains. Et les banlieues et les périphéries ne sont pas une synthèse harmonieuse entre la ville et la campagne. C'est à la fois l'urbanisation de la société et sa ruralisation. C'est ce que nous appelons un processus dialectique, un processus contradictoire. Dans les nouveaux ensembles, vous déplorez ce que vous appelez une stratification. Vous trouvez qu'il y a une espèce de ghettoisation, de construire pour les riches, construire pour les pauvres. Qu'est-ce que vous entendez par là? Ouais, on parle souvent de ségrégation, et ce terme a un sens assez précis. Ça veut dire que les différentes couches et classes de la société ont leurs espaces particuliers. C'est-à-dire on met les ouvriers dans les uns, les cadres dans d'autres, les grands cadres ailleurs. Et bon, tout est séparé. Mais je crois qu'il faut aller beaucoup plus loin dans cette idée et voir que c'est tous les éléments de la vie sociale qui ont été séparés les uns des autres sous prétexte de fonctionnalisation. Si vous regardez ce qui se passait dans les villes autrefois, les espaces n'étaient pas spécialisés. Par exemple, la place du marché était aussi une place de rassemblement et la place sur laquelle le peuple venait exprimer ses opinions et ses décisions politiques quand il était consulté, par exemple. Bon, mais ce qui arrivait assez souvent, parce qu'il y avait une vie urbaine intense, c'était polyfonctionnel, ces espaces. Or, on a tout fonctionnalisé, tous les espaces sont spécialisés. L'espace sportif est spécialisé, ce qui est une erreur considérable. Aujourd'hui aussi, il n'y a pas une tendance à commercialiser ces choses-là. Ah ben oui, pour les rendre rentables. La commercialisation suppose en effet que chaque espace soit isolé, qu'il puisse être vendu comme on vend un kilo de sucre, utilisé comme on utilise une machine bien spécialisée. La spécialisation de l'espace est un des phénomènes que je cherche à analyser et qui correspond à la spécialisation de plus en plus poussée, à la division du travail parcellaire, de plus en plus poussé, de plus en plus spécialisé dans l'ensemble de la société. On en vient à spécialiser les espaces. Or, l'espace spécialisé est un espace mort.
Parce qu'il n'est rempli que par une certaine activité à certains moments. Et cette activité d'ailleurs se répète elle-même. Et en dehors des moments où cette activité apparaît dans l'espace spécialisé, cet espace est perdu. Les bureaux, c'est comme ça. Les bureaux sont morts en dehors des heures où ils sont remplis. D'ailleurs où il se répète une activité qui est routinière. Et ainsi de suite. Alors cette société comme ça s'enlise dans ses propres espaces spécialisés, fragmentaires, isolés les uns des autres. C'est pourquoi j'insiste beaucoup sur le sens extrêmement large que je donne au terme ségrégation. Vous êtes en train de faire le procès d'une science assez nouvelle qu'on appelle l'urbanisme, qui est justement l'organisation des espaces. Alors ça irait plutôt contre le désir populaire. La question de l'urbanisme est particulièrement délicate. Bon. On a mis entre 1960 et 70 des espoirs illimités, insensés dans l'urbanisme. On allait constituer une grande science nouvelle et une science immédiatement efficace, une science de la vie sociale. Bon, l'échec est complet, total, absolu. C'est un échec du point de vue scientifique. Comme je l'ai signalé à maintes reprises, on n'a même pas été capable de faire une épistémologie de l'urbanisme, de dégager des propositions scientifiques. Quant aux résultats pratiques, il est aberrant. En fait, l'urbanisme s'est réduit à un mélange de considérations idéologiques et surtout de mesures administratives prises selon un compromis plus ou moins habile entre les décisions du pouvoir et les intérêts privés. Ça ne veut pas dire du tout qu'il faille abandonner l'idée d'une science de l'espace. Ça veut dire que cette science ne se constitue pas par des mesures administratives. Ça veut dire qu'il faut une longue élaboration de la notion de l'espace et de la notion du temps. Et c'est à cette élaboration de la notion de l'espace et de la notion du temps, ou si vous le voulez, de la notion du temps-espace, que moi je me consacre, parce que je ne pense pas du tout que ça soit fini, qu'un échec administratif, qu'un échec de la planification urbaine par la voie autoritaire soit un échec définitif. Justement, puisque nous parlons de ça, de l'échec de l'urbanisme, vous disiez que c'est devenu surtout une technocratie. Vous disiez même que le mythe des technocrates, le mythe de la technocratie, c'était devenu pour vous quelque chose d'aberrant. Oui, moi j'ai très violemment attaqué les technocrates et la technocratie, parce que, comme vous avez repris l'expression, c'est un mythe. En réalité, il y a très peu de technique dans tout ce que nous connaissons, dans toutes les applications à la vie quotidienne. Il y a très peu de technique. La technique est absolument élémentaire. Et j'ai écrit à propos des technocrates que les techniques appliquées à la vie quotidienne et donc à la vie urbaine, ça ressemblait à peu près à un briquet pour allumer les cigarettes par rapport à un missile interplanétaire. C'est absolument sommaire, élémentaire. C'est en ce sens-là d'ailleurs que j'ai cru qu'il fallait attaquer la voiture, la bagnole. Lewis Mumford l'a attaqué en tant qu'instrument bruyant et puant, ce qui est vrai, et puis démolissant les villes classiques, les villes traditionnelles, c'est vrai, mais ce qu'il faut surtout dire, c'est que c'est techniquement quelque chose de tout à fait élémentaire et absolument dépassé, et qu'il y a 36 moyens de faire des transports, des moyens de transport d'une technicité incomparablement plus évoluée, plus développée, et qui résoudrait probablement un très grand nombre de problèmes. Il est vrai que ça coûte très cher, et il est vrai que la véritable dictature, c'est pas celle des technocrates, c'est en France et ailleurs celle des financiers. C'est-à-dire que la technicité n'est rien du tout, et que les technocrates ne sont jamais que les serviteurs des financiers, soit privés, soit d'État. Alors on ne peut pas parler de technocratie. C'est une mauvaise plaisanterie, la technocratie. La technocratie, c'est une manière de faire passer l'absence de technicité dans la vie urbaine. Et alors on parle du mythe des technocrates comme si le fait de projeter une autoroute était d'une technicité formidable, alors que n'importe quel petit ingénieur des ponts et chaussées ou même un agent envoyé en France est capable de bâtir une autoroute. C'est une technique absolument élémentaire, tout cela. Est-ce que ça masquerait pas plutôt tout simplement le profit
La notion de profit Oui, immédiat bien, qui est bien entendu. produit de consommation. La rentabilité immédiate et à court terme. À l'étranger, c'est comme en France, c'est ce que je comprends, mais leurs projets sont tellement à court terme que dès qu'un projet est réalisé, il est dépassé. On construit un boulevard périphérique à Paris, ça a l'air formidable, colossal, les gens se disent « Ah, quelle merveille technique !» Puis il n'est même pas construit, qu'il y a des embouteillages à tous les coups. Vous n'avez pas l'impression que l'automobile, toujours... c'est elle qui a le plus justement brutalement changé les villes, justement, qui étaient assez structurées, assez Oui, mais l'automobile a tué les villes, elle a tué la vie urbaine, elle tue encore beaucoup plus que ça. C'est un instrument de déculturation et d'anti-civilisation extraordinairement efficace. C'est le type de l'objet que l'on présente comme objet de consommation durable et dont on aménage l'obsolescence de façon à ce qu'elle se détériore aussi rapidement que possible. À propos de cette faillite de l'urbanisme, vous dites que les urbanistes font plus d'esthétique qu'autre chose. Ils oublient, ils ignorent ce que c'est qu'habiter. Vous allez jusqu'à dire qu'on n'habite pas des lignes, on habite des logements, on habite... Ben oui, à tel point qu'on ne sait plus ce que c'est qu'habiter, on ne sait plus même ce que c'est qu'un espace habitable. Quand je veux expliquer cette faillite de l'urbanisme, j'avoue que j'hésite encore. Je ne sais pas quelles sont les causes essentielles. Je crois qu'elles sont tellement multiples qu'on a une certaine peine à les analyser. Et cette perte de l'idée ou de la représentation de l'espace habitable, de l'espace habité, de l'espace qui est l'œuvre d'une activité humaine aussi importante que le jeu, le rire, l'amour, le travail, et qui est l'habiter, la disparition de cette perception, à mon avis, fait partie des symptômes qui à la fois paralysent la connaissance et l'imagination et l'emploi d'une partie à notre disposition, à la disposition des architectes et des urbanistes, des techniques. Il y a là quelque chose de vraiment étonnant. Alors, vous savez, ce qu'il faut dire à ce sujet, c'est que ce ne sont pas les savants, ce ne sont pas les architectes, ce ne sont pas les urbanistes qui ont retrouvé le sens de l'habiter. C'est à travers la poésie et la philosophie. Si on veut reconstituer le trajet de cette idée, l'habiter, qui s'est perdu dans la fonctionnalisation de l'habitat, et qui en même temps s'est retrouvée plus consciente peut-être qu'auparavant, mais encore indistincte, c'est chez les philosophes et chez les poètes. Nietzsche en parle dans le Zarathustra, qui est un poète. Heidegger en parle, c'est un philosophe. Bachelard, un philosophe français, en parle dans sa poétique de l'espace, où il décrit une maison comme celle-ci. C'est curieux, vous citez juste des poètes ou des philosophes, vous ne citez pas d'architectes. L'architecte s'est passé à côté, en particulier Corbusier. Corbusier a cru faire une œuvre révolutionnaire, et en réalité il a fait le projet architectural du capitalisme monopolistique d'État, comme nous disons, et d'ailleurs aussi du socialisme d'État. En se voulant révolutionnaire il y a 50 ans environ, Corbusier et les gens du Bauhaus sont allés littéralement au-devant des formes architecturales et urbanistiques qu'allait réclamer l'économie moderne, c'est-à-dire monopolistique. D'où leur succès mondial. Mais aucun problème n'est réglé. En tout cas, ils ont construit de l'habitat et non pas de l'habité. L'espace habitable, l'espace vécu, animé. Le fonctionnalisme sépare tous les éléments et les projette dans des espaces spécialisés. Alors que la vie sociale a été construite sur la polyfonctionnalité et ne peut pas avoir
une autre base qu'une base polyfonctionnelle. D'ailleurs, le fonctionnalisme oublie dans son analyse des fonctions, il oublie des fonctions tout à fait importantes. J'ai eu l'occasion souvent de le dire, que le fonctionnalisme oublie la fonction ludique, le jeu, qui est une fonction de la vie sociale. Il oublie la fonction symbolique. Quand il y pense, peut-être chez nous c'est monétarisé, c'est commercial. Oui, alors le symbole est pris d'une manière tout à fait, en effet, tout à fait commerciale. Il oublie la fonction informative, la ville est remplie d'informations, alors que la ville fonctionnelle, il n'y a pas d'informations, si ce n'est sur les fonctions elles-mêmes qu'on suppose remplies par les espaces. Les espaces n'informent plus que sur eux-mêmes, c'est pourquoi ils ont ce caractère sec, desséché, désertique. Ils ne disent plus quelque chose que sur eux-mêmes, ils disent toujours la même chose, dans la mesure où ils disent quelque chose, ces espaces. Ils ne signifient plus que leur insignifiance, ce qui est tout à fait grave. Il y a une chose qui me taquine un petit peu, c'est que d'un côté, vous déplorez vraiment cette perte de la rue et toutes ces fonctions de petits métiers, ces échanges, aussi bien le jeu que les occupations artisanales. Mais est-ce que l'homme de 1970, l'homme moderne, n'a pas lui-même l'instinct de se retrouver autour de sa télévision et aussitôt après, le week-end, prendre son auto et s'en aller? Est-ce qu'il n'a pas lui-même l'instinct de fuir la rue puis de se recroqueviller? Cet homme, il occupe à sa manière l'espace qu'on lui offre. On lui offre cet espace-là, bien il s'en tire comme il peut. Mais le résultat... Bon, il n'est pas fameux au point de vue esthétique, mais surtout il va arriver à des impasses, c'est sur les impasses et les blocages que la situation actuelle va trébucher. Mais je crois qu'il suffit d'assez peu de choses quelquefois pour restituer à un espace certains caractères de vie sociale. Par exemple, une des erreurs de Le Corbusier et de son école, c'est la construction sur pilotis. Bon. On a des piliers, et des pilotis, en bas, c'est le vide. Et quelquefois, les fonctionnalistes se sont crus très forts lorsqu'ils ont utilisé ces espaces en dessous des immeubles, pour y mettre le hangar à vélo ou bien le lieu pour les voitures d'enfants, etc. Mais ça, c'est une hérésie. Dans les endroits où on a laissé les gens utiliser librement, absolument librement, ces espaces inférieurs sous les pilotis, par exemple, y installer des boutiques, y installer des petits commerces, le coiffeur, ou je sais pas, le marchand de n'importe quelle denrée, bien, ces espaces se sont aussitôt animés. Ils ont retrouvé quelque chose de la polyfonctionnalité ancienne. Les gens utilisent, ils transforment l'espace à leur usage. Ils refont de l'espace une valeur d'usage, tandis que l'urbanisme officiel ou non officiel en fait une valeur d'échange, pour employer un langage qui est celui d'un certain Marx. Une valeur commerciale. Oui, une valeur commerciale, tandis qu'ils en refont une valeur d'usage. Le blocage vient de ce que l'espace a été et doit revenir une valeur d'usage, alors que les gens qui y pensent, qu'ils soient administrateurs ou urbanistes, en font une valeur d'échange. Et c'est là une des raisons profondes du blocage. Et qu'est-ce que vous verriez comme possibilité pour retourner justement à ce qu'on a perdu, puis à ce qu'on cherche un peu plus de vie? Comme je vous le disais aussi, je crois qu'il faut changer toutes les idées, toutes les conceptions, mais aussi beaucoup d'éléments de la pratique sociale. C'est cet ensemble de transformations que j'ai appelé révolution urbaine, et qui n'est autre chose que l'entrée dans l'ère urbaine en modifiant les pratiques et les concepts venus de la période industrielle. Je crois que ça va très loin et que ça modifie. J'irais même jusqu'à dire qu'il faut presque réinventer un langage. Que le langage d'un espace approprié n'est pas le langage de l'espace commercialisé. Que le monde de la marchandise qui s'est déployé et qui a tout occupé sous protection de l'État et des pouvoirs répressifs, que ça a modelé le langage et qu'il faut presque trouver un autre langage pour parler de tout cela. Il y a une chose dont vous parlez beaucoup, c'est la pseudo-participation. Oui. On est tellement épouvanté de tous les côtés devant les résultats
de ce qu'on a fait qu'on essaie de le rattraper. Pour rattraper les choses, et les rattraper assez mal, il y a l'animation et la participation. Dans l'espace répressif, on essaie de remettre de la vie. Ça ne marche pas. On a tué la spontanéité et après on essaie de faire de la réanimation. Ça ne marche pas. On écarte les gens les uns des autres, les fonctions les unes des autres, on disperse comme un véritable... J'ai appelé ça l'analyse spectrale, parce que ça fait comme un spectre, mais dans tous les sens du terme, d'un spectre coloré où toutes les couleurs sont réparties, séparées les unes des autres, mais aussi d'un spectre, en ce sens qu'il n'y a plus qu'un fantôme d'existence. Et alors on essaie de réparer cela, de rétablir un peu d'existence sociale avec la participation. C'est le comble. Comment? C'est le comble. Alors mais on chasse la vie, puis après on essaie de la ramener. Mais on ne rétablit qu'un fantôme, on ne rétablit qu'un spectre. Et j'ai assisté à des opérations qui étaient de véritables mystifications. Par exemple à Toulouse. À Toulouse, on a construit une ville nouvelle qui s'appelle le Mirail, où il y a 200 à 150 000 habitants. C'est d'ailleurs pas tout à fait terminé. On a fait les plans, les projets. Et une fois les plans et les projets terminés, on les a présentés à la population. C'est-à-dire que dans une salle, on a convoqué les gens. Il est venu combien? Dans une ville de 400 000 habitants pour une nouvelle ville de 100 à 550 000 habitants, il est venu, je crois, 200 ou 300 personnes. Elles ont regardé ça. Elles n'ont pas dit grand-chose, à peu près rien même. Ils ont été plutôt surpris qu'autre chose. Et puis on a dit qu'on avait consulté la population et qu'elle était participante. Ça me paraît une mystification extraordinaire. C'est une des dernières mystifications de la pseudo-démocratie, de la démocratie qui se suicide, qui se tue elle-même parce qu'elle n'arrive pas à quelque chose de concret. Avez-vous l'impression que les gens au Moyen-Âge, au XVIIIe, fuyaient la ville leur week-end? Non, absolument pas. Ils aimaient leur ville et c'est pourquoi ils ont fait quelque chose de très beau. Et ces villes sont magnifiques et restent magnifiques. Mais même pour nous, même dans ce cadre-là, c'est devenu des objets de consommation. Il faut inventer quelque chose de nouveau. Nous ne pouvons pas nous proposer de vivre comme à Venise ou de vivre comme à Florence. Florence est une ville morte. Venise est une ville empaillée. Paris reste encore vivant, mais on ne peut pas construire d'après le Paris historique. Je ne crois pas que la vie urbaine soit celle d'autrefois. Je crois qu'elle est à inventer, la vie urbaine. Et même les espaces sont à inventer. Quand je dis qu'il faut inventer un espace, produire un espace, je prends ces mots dans un sens extrêmement fort. La ville médiévale a inventé, a créé, a produit un certain espace. Cet espace est caractérisé par exemple par la place du marché. La place du marché apparaît au XIIIe siècle en Europe. Elle n'existait pas auparavant. Bon, c'est un espace constitué, inventé, créé suivant les aspirations, les besoins d'une société qui d'ailleurs était bien loin d'être ce qu'elle est devenue depuis en tant que société commerciale, qui était tout à fait... Bon, cet espace a été produit, a été inventé. De la même façon, la ville grecque a inventé l'agora comme lieu de rassemblement politique, le temple et le stade. Le temple comme lieu de rassemblement religieux, le stade comme lieu de rassemblement pour le corps. C'est chacune de ces villes a inventé son espace. Je crois que notre vie urbaine moderne se doit d'inventer son espace. Mais étant donné tous les moyens dont nous disposons, ces techniques extraordinaires, ces connaissances très diversifiées, bien qu'elles n'aient pas encore trouvé leur rassemblement elles-mêmes et leur synthèse, elles doivent arriver à cette production pleinement consciente de l'espace, où l'espace sera produit au sens fort du mot, comme nous produisons un dispositif technique, comme nous produisons un bien, comme nous produisons quelque chose de consommable, mais dans un sens nouveau. Et
je suis absolument d'accord avec vous. Ces villes grecques ou du Moyen-Âge ont produit un espace et la vie s'est organisée autour de cet espace. Oui. Est-ce qu'on ne peut pas dire, c'est une question de qualification, que la ville nord-américaine a créé l'espace de l'autoroute et la vie s'est organisée autour avec ses parkings, ses échangeurs? Oui, on peut dire cela en effet. Malheureusement, ça n'a pas été produit d'une manière pleinement et entièrement consciente. Ça s'est fait non pas selon la connaissance, mais selon les jeux des circonstances et selon les exigences de cet engin dont nous avons eu l'occasion de dénoncer le rôle plutôt néfaste. Justement, l'espace des autoroutes, l'espace des expressways, etc., est un très bon exemple de production de l'espace, mais c'est un espace vraiment produit, mais produit comme un bien de consommation courante, et non pas comme Un ensemble vital. un ensemble pour l'habiter, pour la vie, etc., qui est encore à inventer. C'est le témoignage du fait que d'un espace nouveau a été inventé, mais peu satisfaisant, ou alors si vous accordez que cet espace tel qu'il a été inventé et produit en autoroute et en moyen de circulation pour l'automobile, si vous pensez qu'il est à la fois nécessaire et suffisant, moi je n'ai plus rien à dire. Mais tout de même, je pense qu'il est en contradiction avec lui-même, parce que c'est un espace simplement qui hypertrophie une fonction, qui non seulement réduit la vie sociale à une fonction, mais qui hypertrophie cette fonction qui consiste à circuler. On peut dire, en allant aussi loin que possible, que ça veut dire que la ville disparaîtra et que l'éphémère va se substituer au durable dans tous les domaines. Ben, je ne le crois pas. Je ne crois pas que la société puisse se résoudre en simple flux de marchandises, d'informations et de gens. Ce qui est après tout une idée que certains envisagent sans d'ailleurs la formuler très clairement. Imaginez qu'il y ait des plots gigantesques, des plots, et que les gens pourront mettre comme on dit, une fiche, et que cette fiche leur donnera tout, le téléphone, l'électricité, l'eau, les informations, etc. Bon, alors imaginez ce que ça serait une société dans laquelle simplement il y aurait des plots et des gens passant en roulotte et ce serait un cauchemar indescriptible, ce serait une pagaille absolue, ce serait quelque chose d'absolument incohérent, je suppose. On a déjà un début de ville comme ça dans Oui, mais alors regardez le mouvement, à quel point le mouvement est complexe et contradictoire, et comme je dis dans mon vocabulaire dialectique, c'est que vous voyez qu'il y a cette tendance à la dissolution du durable dans l'éphémère, et en même temps la tendance à la constitution de centres qui sont même des centres politiques dotés d'un pouvoir abusif, exagéré, mais qui sont des centres, et des centres fortement enracinés, inscrits dans le sol. Alors vous voyez, cette société ne peut pas être simplement devenir une société de l'éphémère. Elle va peut-être être le siège d'un conflit, le lieu d'un conflit nouveau entre l'éphémère et le durable, mais elle ne pourra pas s'abstenir de penser et de constituer des espaces durables.